à tous, j'ai la pression maintenant. Ravi d'être avec vous pour lancer cette journée stratégique dans cet endroit où le vent souffle. On espère qu'il sera inspirant. Comme on a peu de temps, je vais commencer par en perdre. Et je vais vous proposer de faire ce qu'on fait traditionnellement dans les moments tragiques. Je vais vous proposer de fermer les yeux. Et on va faire 1 minute de silence. Donc on peut fermer les yeux et on est parti. Et on va pouvoir rouvrir les yeux. Qui s'est dit, c'est bizarre ce truc? Ça commence à lever les mains. Qui s'est dit, c'est sympa ce truc? Qui est suisse? Alors vous pouvez sortir parce qu'on est dans la souveraineté là. Qui s'est dit, bon, on n'est pas là pour ramasser du muguet, il serait temps que ça commence. Qui s'est dit, j'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. Qui s'est dit, sur un malentendu, je vais pouvoir roupiller, personne ne va me gauler. Voilà, c'est cela que j'attendais. On retrouve les mêmes, surtout ceux du fond d'ailleurs. Alors pourquoi commencer ainsi? C'est parce que je veux convoquer ici 2 grands absents de la prise de décision, 2 grands absents des formations à la décision. Ces 2 grands absents sont précisément le silence et le contexte. Ce sont des indispensables de la décision et on n'en parle pour ainsi dire jamais. Le silence pour 3 raisons. Première raison, c'est qu'une des premières choses qu'on m'a dit comme jeune officier quand je suis arrivé à Calvi au 2e rep, c'est un chef, ça court pas. Si un chef court, c'est la panique. Tout rapport avec un président qui aurait tendance à courir au-devant des événements, à Arras ou en Nouvelle-Calédonie, serait fortuit. Si un chef court quand il y a un événement, qui commande? Le chef ou l'événement? S'il y a 3 événements dans la journée, on fait comment? Un chef, ça ne court pas précisément parce qu'il est là pour incarner la continuité de la mission. Il est là précisément pour résister à la dispersion des événements et pour donner un axe directeur et porteur à la mission pour savoir où l'on va. Le chef qui court, c'est le premier de la classe ou le communicant éternel qui cherche à montrer qu'il est bon ou beau partout. La deuxième raison, c'est que le silence est un marqueur de notre état intérieur. Vous savez, c'est Jamel qui dit dans Astérix Mission Cléopâtre, on a le droit d'avoir des lettres. C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Vous vous rappelez? Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Quand Jamel dit ça, il parle de notre état intérieur quand on se pose la double question, soit qu'est-ce que j'ai encore fait, soit qu'est-ce qui va m'arriver? Vous savez, quand la chambre des enfants reste silencieuse un peu trop longtemps et que vous vous apprêtez à découvrir Lascaux avec des feutres.
Ben, dans ce temps-là, en fait, ça traduit votre fièvre. Et cette fièvre, vous voyez comment elle est contemporaine, de l'agitation à vouloir faire plein de choses de manière désordonnée pour se donner bonne conscience, alors qu'on nous demande précisément de ralentir pour accueillir et voir l'action qui nous revient. La troisième raison, c'est que le silence est la condition pour voir l'invisible. J'ai assisté il y a 2 ans à une grande conférence d'un grand pape de la data dans les cercles d'or, dans les salons dorés du cercle interallié. Et j'ai posé une question à ce conférencier qui fait qu'il ne m'invitera plus. Je lui dis, quelle place laissez-vous à l'invisible dans votre data? Il m'a regardé avec des yeux, on dit, on est entre gens sérieux là. Je lui dis, je vais vous donner 3 exemples. Je vais vous en livrer 2. Premier exemple, je lui dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer le débarquement avec la data? Le débarquement en Normandie, c'est de l'anti-data absolue. Je pense que quand Montgomery ou Eisenhower a proposé la solution, je pense que le groupe réuni autour d'eux a dit « c'est quoi ta bœuf ?» C'est de l'antilogique, c'est loin de tout, c'est balayé par les vents. Il faut bien une personnalité autonome, souveraine à l'intérieur d'elle-même, pour poser un pas décalé par rapport à la data. Et donc suffisamment de familiarité au silence pour pouvoir l'élaborer. On ne peut pas être souverain de quoi que ce soit si on n'est pas souverain de soi-même. Le deuxième exemple, pour rendre hommage au leadership féminin, c'est l'exemple de Jeanne d'Arc. Qui peut me dire quel est le point de bascule de la guerre de 100 ans? J'ai prévu de vous réveiller, donc on va faire de l'histoire un peu précise là. Qui peut me dire à quel moment la guerre de 100 ans bascule? Bataille de Patay, c'est le moment où on se fait vraiment plaisir avec les Anglais, on se venge d'Azincourt. 18 juin 1429. Orléans, tout ça, c'est de la concrétisation. Mais le point de bascule se fait avant. La révélation, vous dites là-haut? Oui. C'est un peu plus tard. Vous disiez, madame, tout en haut? Quand elle arrive, alors, mais à quel moment on peut dire que ça bascule? Quand elle quitte Don Rémy, c'est encore pas gagné. Elle a quelqu'un à convaincre qui? Le roi. Ok, ça se passe où? À Chinon, bravo. Qu'est-ce qui se passe à Chinon? Est-ce que le roi, il la croit tout de suite? Il l'atteste. Qu'est-ce qu'il fait pour l'attester? Voilà. C'est là que ça se joue. Exactement. Merci, madame. À Chinon, que fait le roi? Il se planque parmi les courtisans. Il met quelqu'un d'autre à sa place. Jeanne d'Arc arrive. Elle dit, toi, t'es pas le roi. Elle retrouve le roi. Elle le prend à l'écart. Et elle lui dit quelque chose sur lui qui achève de le convaincre qu'il est légitime. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le point de bascule de la guerre de 100 ans, c'est la confiance en soi du roi retrouvé. Tous les efforts militaires étaient vains tant qu'on n'avait pas activé ça. C'est en ça que c'est ce que j'appelle le discernement des profondeurs, sur lesquelles, mesdames, parfois, et même très souvent, vous nous précédez de plusieurs longueurs. Ça se lie à l'intime, ça ne se lie pas dans la data. Tous les efforts, encore une fois, étaient vains tant qu'un roi n'était pas réenclenché. C'est clair pour vous? L'invisible. Le deuxième grand absent, c'est le contexte. Le contexte, c'est la matière première de la décision. Toute personne qui vous dit « on va aller là-bas et ça va se passer comme ça », confond la réalité avec sa tête. Ça a donné les idéologies mortifères du XXe siècle. On a décrété ce que devait être l'humanité, on est passé en force, on a fait des millions de morts. C'est parce qu'on se met à l'écoute de la réalité que précisément on est en capacité de bien décider. C'est quoi le contexte? C'est la réalité dans le temps.
contexte égale réalité plus temps. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous donnerai un seul des 3 principes de la réalité pour moi, qui est le suivant. Ce qui est juste dans l'ordre de la pensée, c'est ce qui est complet. Ce qui est juste dans l'ordre de l'action, c'est ce qui est simple. Tout est là. 50% des lois françaises, je ne parle même pas des lois européennes, ne sont pas exécutées. C'est de la pensée aboutie qui sert à rien. C'est de l'accumulation qui se croit savante alors qu'elle paralyse l'action. Et on n'avance pas avec du savoir accumulé. Qui parmi vous a déjà fait du saut en hauteur? Qui s'est déjà servi du saut en hauteur dans sa vie? Je règle mes comptes avec ce sport pourri qui a flingué ma moyenne à Saint-Cyr. Alors, qui a déjà sauté une barrière en attendant qu'il y ait un coussin derrière dans la rue? Alors, blague à part. Quand je m'élance pour le saut en hauteur, si je pense à tout ce qu'il faut faire au moment où je m'élance, il se passe quoi? Donc, soit je trébuche, soit je pars. Jamais. On est d'accord? L'illustration de ce qui est juste dans l'ordre de la pensée, c'est ce qui est complet. Ce qui est juste dans l'ordre de l'action, c'est ce qui est simple. Comment ça marche? Ça marche si je pars avec une pensée simple. Je pars en pensant pied d'appel. Davai, même pas la peine, en mode légionnaire. Dit élégamment dans Un taxi pour Tobruk, un con qui marche ira toujours plus loin que 2 intellectuels assis. Il y a beaucoup trop d'intellectuels assis dans notre pays. Réussir le saut en hauteur, et voyez bien comment c'est un enjeu clé, parce que être souverain, c'est entrer dans le temps, c'est être souverain de soi, c'est être souverain du temps. Être souverain du temps, c'est pas se disperser dans la pensée confuse, c'est faire des pas. L'esprit fait du vélo, l'exécution marche à pied. Vous savez, il y a beaucoup d'accélérateurs de start-up, je rêve de créer des ralentisseurs de start-up. Et donc, cette idée de pas, c'est justement passer du complexe au simple, du tout au pas, de la carte au voyage. Je ne prends pas comme chef d'expédition un spécialiste de l'hygiène, mais un aventurier. Si je m'autodisperse sur toutes les possibilités de la carte, ça va être intéressant intellectuellement, mais ça ne va pas marcher. C'est en cela, j'en suis navré, que le « en même temps » est un non-sens opérationnel. Entrer dans l'action, c'est faire du monodirectionnel successif. Une direction, puis une autre, puis une autre. On n'a pas le choix. C'est bon pour vous? Alors, pour vous, on va aller un peu plus loin dans cette réflexion sur le discernement. Quoi la qualité principale d'un chef? L'exemplarité. Qui sait déléguer? Offrir une vision. Le service. Qui décide? Celui qui cherche à se faire remplacer. Intéressant. Confiance et sérénité. L'écoute. Donner du sens. La vision. Prévoir le coup d'après. L'humilité. L'empathie. Créer une organisation fonctionnelle. Bon. Vous voyez comme c'est riche. Ça fait un bon tour de piste. Dans ce que vous dites, il y a 2 types de qualités déjà. Il y a les qualités morales et les qualités fonctionnelles. Je vais être un peu provoque, mais vous commencez à me connaître. L'exemplarité, l'humilité, le courage, ce sont des qualités qu'avait Louis XVI. Je ne suis pas sûr que c'est le meilleur chef qu'on ait eu. Ça n'enlève rien à ces qualités-là. Mais les qualités morales viennent en appui de qualités fonctionnelles. Vous voyez bien comment dans notre monde aussi c'est intéressant, dans un monde de plus en plus moralisant. Moi, je vais être soucieux d'abord des qualités fonctionnelles. Il faut les 2, hein, mais j'insiste sur le fonctionnel. Sur le reste,
quand vous me répondez à cette question, qui est une question très complète, vous me parlez de vous. Soit vous me parlez de ce qui vous ressemble, soit vous me parlez de ce qui vous manque, soit vous me parlez de ce qui manque à votre chef. S'il y a des chefs dans la salle, vous avez un nouveau message. Il y a quelqu'un qui a crié la confiance tout à l'heure. Je dis ça, je dis rien. Ok. Vous connaissez forcément l'histoire de Surcouf là-dessus. Surcouf, qui en 1815 est reçu par les Anglais, voilà, et qui veulent voir enfin en face leur terreur des mers. Et ils disent fourbement, parce que c'est des Anglais, ils disent, reconnaissez, monsieur Surcouf, que vous, les Français, vous battez pour l'argent, tandis que nous, les Anglais, nous battons pour l'honneur. Voilà. Et Surcouf répond, chacun se bat pour acquérir ce qui lui manque. On est au cœur du sujet, chacun se bat pour acquérir ce qui lui manque. D'où l'intérêt de savoir ce qu'on a, savoir ce qu'on veut, et puis de prendre le temps de le discerner. Quand j'étais officier, et donc, pardon, pour aller un peu plus loin, voyez en quoi tout va être conditionné par ça, parce qu'on parle beaucoup de politique par rapport à la politique telle qu'elle se déploie. Mais mon sujet, avant d'aller un peu plus dans le détail du discernement, même si le temps est court, c'est de comprendre qu'on ne peut pas aborder la politique si à un moment donné on ne réfléchit pas au casting politique. Parce que ce que je mesure, je vais vous le faire avec les bras. Un de mes métiers, c'est d'être un ostéopathe des organisations. Je mesure l'écart qui existe, je vous le fais avec les bras, entre la réalité d'un poste, comme ça, entre la réalité d'un poste et la réalité d'une personnalité. Entre les deux, il y a souvent ici ce qu'on appelle une crampe. Si je mets Einstein, directeur des opérations, dans une boîte, d'après vous, confort ou crampe? Crampe, on est d'accord? Quand je mets François Hollande, candidat à la présidentielle, il y a un alignement entre sa personnalité et le métier de candidat. Quand il passe président, je vous laisse compléter. Mais, pour que tout le monde, pour faire aucun courroucé, je viens de résumer, par l'exemple de François Hollande, 40 ans de vie politique française. On peut mettre bien d'autres noms à la place. Pourquoi? Parce que les qualités requises pour la conquête du pouvoir ne sont pas les qualités requises pour l'exercice du pouvoir. Tout est là. Pourquoi on communique autant en politique? Parce qu'on élit des communicants. Si je demande c'est quoi gouverner à Sarkozy, il va me dire c'est convaincre. Si je demande c'est quoi gouverner à Juppé, il va me dire c'est savoir. Si je demande c'est quoi gouverner à Hollande, il va me dire c'est consensuser. Et si je demande c'est quoi gouverner à Napoléon, il va me dire c'est décider. C'est forcément lié à la personnalité. Vraie première question, on va y venir, de la personnalité. Quand j'étais officier, j'ai pu faire une mission en Nouvelle-Calédonie et là-bas, le chef de corps de l'époque m'a posé la question suivante. D'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier? Et à mon tour, je vous pose cette question. D'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier? L'uniforme. Donc ce genre de réponse amène en général un tir fratricide assez rapide qui vient de l'arrière. Servir, qualité morale, mais c'est vrai de tous les échelons. Il décide d'obéir de tous les échelons. La réussite au concours, pareil, on revient à la case non durable. Donc sur la décision, c'est quoi la qualité qui permet de bien décider? Ça peut être utile, le discernement. On est dans notre sujet. On va dans des détails. S'il y a un témoignage à faire, vous le ferez plus tard. Voilà. Et donc, le discernement. Entendre ça a été pour moi un énorme déclic. Pour deux raisons. D'une part, parce que je suis un miracle scolaire. Donc, j'ai découvert enfin, j'ai intégré Saint-Cyr en mode château Yquem, vous voyez, vendange tardive. Je découvrais enfin qu'on parlait d'une qualité qui, pour une fois, me paraissait familière. Mais surtout, j'ai découvert ça. Toutes les qualités d'un chef sont vaines si elles ne s'articulent pas sur celle-là. Savoir tout sur tout, c'est une ambition de dictionnaire.
Et un dictionnaire, on ne l'emporte pas à la guerre. Parce que c'est trop lourd déjà, et parce que ça a tout prévu sauf l'imprévu. C'est ballot, c'est le métier de chef. Clémenceau disait d'une grande école que je nommerai pas, par décence, ils savent tout, mais rien d'autre. Tout est là. Voyez bien, dans notre sujet de souveraineté, le sujet est le rien d'autre. Le sujet, c'est l'appréhension de ce qui bouge tout le temps pour y mettre de la clairvoyance. Et on a tous connu, comme élèves, le fait que quand on passe comme ça du système scolaire au système opérationnel, on ne nous demande pas du savoir pur, mais du savoir contextuel, du savoir relatif, connecté aux autres. C'est là qu'est le cœur de l'intelligence. Intelligere, lier les idées entre elles, c'est très bien. Ça fait de la synthèse, ça fait Attali. Lier les personnes entre elles, c'est très bien, ça fait du consensus. Je ne donnerai pas de nom. Plus intéressant est de lier les idées, les personnes et les contextes. C'est quoi le discernement? C'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas grave. 15 jours avant la guerre en Ukraine, on était en train de voter à l'Assemblée comment dégenrer le congé paternité. J'ai aucun avis sur le sujet. Je me dis juste qui est responsable de la liste des priorités. L'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça, c'est grave, ça, c'est pas grave. On le vit au niveau politique comme on le vit au niveau économique. On ne supporte plus d'avoir des chefs dont l'unique fonction est le bouton « forward ». On attend précisément d'eux qui nous disent « ça, c'est grave, on passe du temps dessus, ça, c'est pas grave, ça, faut accélérer, ça, faut ralentir, etc. » C'est bon pour vous? Donc, première vraie réflexion sur cette importance-là. Et il n'y a pas de souveraineté possible si on n'entre pas dans un chemin avec, encore une fois, une capacité qui va trier ça. Le temps qui me reste est très court. 3 idées. Premier sujet, je vais parler de personnalité, vous dire ça. On a forcément un rapport à la décision qui n'est pas le même. Pour faire simple, pour moi, il y a 3 moteurs de personnalité. On a des qualités cérébrales, des qualités relationnelles et des qualités décisionnelles. On a tous des qualités dans les 3. Mais on a tous un moteur dominant. Le CV croit qu'on est capable de cocher toutes les cases et d'être bon partout. Ça ne marche pas. On a tous nécessairement un endroit qui nous entraîne et nous fait durer. Je vous donne une formule et une image. La formule, c'est qu'on est tous, elle est biblique, vous retrouvez ça dans toutes les civilisations, on est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois pour emploi. L'image qui va avec, c'est si je prends un médecin Mère Teresa relationnel, un médecin expert ou chercheur cérébral ou un médecin urgentiste décisionnel, sur le papier, ils peuvent avoir le même CV, mais dans la durée, leur quête est différente. Comment ça se passe? Eh bien, si je mets 200 fois la même pathologie au médecin Mère Teresa, ça lui pose un problème? Non, parce qu'elle rencontre 200 personnes. Si je mets 200 fois la même pathologie à un médecin expert-chercheur, il va aimer? Il veut du chelou, lui. Et donc, à compétence égale, vous voyez bien que la tendance de personnalité n'est pas la même. En politique, vous voyez bien, on a des prêtres et des prophètes. On a des professionnels de l'interaction et des professionnels du contenu. Dans un monde d'instantané, on a une prime systématique à qui va donner de la loi de circonstance ou du communiqué de circonstance sans jamais entrer dans le temps long de l'action. Et en entreprise, on combine les deux et j'appelle ça, moi, du massage de crampes. On fait des planifications de nazis avec des tables de ping-pong à côté. Ce qui fait avancer quelqu'un, en économie comme en politique, c'est un chef qui décide, qui passe son temps à prendre la mesure des choses pour orienter l'action. Et c'est ça l'intelligence de l'urgentiste, c'est de passer son temps à remettre dans le bon ordre les priorités. Clair pour vous? Le prêtre produit du lien. C'est pour ça qu'en politique, la conviction est un module de vente, parce que le but, c'est le lien. Le prophète produit un contenu, mais c'est du contenu hors connexion.
Ça fait des logiciels sans Wi-Fi pour les techniciens de la salle. Donc ça nous fait créer des paquebots dans des criques grecques. Des trucs parfaits qui ne peuvent pas sortir. Et un décisionnel s'alimente d'un contexte et produit de la décision au quotidien pour que les choses vivent. C'est bon pour vous? Donc, premier sujet, comprendre les personnalités. Deuxième sujet, d'après vous, c'est quoi la différence militaire entre De Gaulle et Napoléon? La taille, excellente remarque. Il y en a un qui est corse et l'autre qui ne l'est pas. Aussi. Attaquant, défenseur, bon bref. Pouvez-vous me citer une bataille gagnée par De Gaulle? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. De Gaulle est resté un penseur militaire. Mon cornet, même Patrice Ganifet vous dira que ce n'est pas une victoire. Ça a été un peu réécrit. Mais parce que De Gaulle a eu un rôle politique éminent qu'on sait, mais militairement parlant, c'est resté un penseur militaire qui a plus cherché dans sa vie des ralliements que des compléments. Napoléon, qui a eu d'autres défauts bien sûr, mais au niveau militaire a gagné des batailles parce qu'il a su s'adjoindre les qualités de personnes différentes. Et qu'il a eu un fameux Berthier qui a dédoublé sans cesse son action d'une intelligence opérationnelle qui a fait que ça se traduisait dans les faits. Gagner des batailles, on revient toujours à mon sujet du temps long de l'action, c'est articuler les talents entre eux et faire des binômes de personnalités complémentaires. Si vous mettez Einstein, Attali et Juppé ensemble, ça plane à 10 000, mais personne ne s'est décidé qu'au bouffer à midi. Quand j'ai Einstein en entreprise, je lui trouve Indiana Jones en numéro 2. Donc le vrai deuxième sujet, c'est de compléter les personnalités. Mon troisième sujet, c'est d'enfin rentrer dans les mécanismes de la décision. Insister là-dessus. On aborde la décision comme un problème d'information. Et pareil, je ne donnerai pas nom, je connais beaucoup de présidents qui ont la bonne information et qui pour autant ne décident pas mieux. Donc le vrai sujet de la décision, c'est les mécanismes intérieurs de la décision. Comment à l'intérieur, je suis capable de voir ce qui est juste ou pas. Je vous ai donné une première définition du discernement, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Je vous en donne une seconde. C'est le fonctionnement du discernement. C'est quoi? C'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. J'écoute tellement que je me laisse rattraper par l'évidence. Un peu comme la mère de Renault, vous savez, c'est pas l'homme qui prend la mère, c'est la mère qui prend l'homme. C'est pas l'homme qui prend la décision, c'est la décision qui prend l'homme ou la femme. Vous voyez, le discernement, c'est ça. C'est ni un raisonnement, ni une certitude, ni un consensus, ni un fantasme. C'est une évidence. Le raisonnement, c'est quoi? C'est une suite logique. C'est comme si on choisissait son futur conjoint sur une liste de critères. Vous voyez, dans les milieux très experts, arrêtez de me faire des autres experts pour décider qui font des listes de critères. On ne choisit pas son futur conjoint sur une liste de critères. Ça s'appelle marié au premier regard. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment longtemps. Ce n'est pas non plus une certitude. La certitude, c'est le problème de tous les premiers de la classe qui croient que c'est dans le dictionnaire. Donc c'est des Lucky Luke de la décision, vous voyez. On leur pose une question, ils vous coupent la parole, ils savent déjà. Ce n'est pas un consensus. Un exemple en vaut 1000. La logique de consensus, ça s'appelle les accords de Munich. Tomber d'accord à côté de la plaque. Et ce n'est pas non plus un fantasme. Le fantasme, c'est quoi? C'est une fausse évidence dans un monde très émotionnel. C'est une intensité momentanée qui croit qu'elle a droit de citer. Si vous, mesdames, vous croisez Georges Clooney qui vous regarde avec les yeux de l'amour, si nous, c'est Alice Taglioni qui fait pareil, on va se dire « Ah, enfin quelqu'un qui me prend à ma juste valeur ». Mais si je pense à la réalité de la vie qui m'attend avec Georges ou avec Alice, avec ou sans Nespresso, je ne suis pas sûr que c'est la vie dont je rêve vraiment. Par contre, quand je rencontre mon futur conjoint, il y a ou pas l'effet waouh de départ, mais par petites touches répétées, comme une marée, s'installe en moi l'évidence que c'est avec cette personne-là que je veux continuer. C'est de l'impressionnisme intérieur.
c'est de la petite touche qui se fait portrait. C'est quoi les 3 critères de l'évidence? C'est 1, la paix. Si je ne sais pas me poser, ça ne peut pas avancer. D'où l'intérêt, je rêve d'installer une chambre de discernement au gouvernement. Deuxième critère, c'est la répétition. Il faut laisser revenir les choses. Dans un monde qui réagit sans cesse au moindre mouvement, on court encore, on revient à mon introduction, on court partout. Faire du discernement, ce n'est pas regarder une peinture, c'est faire le tour d'une sculpture, voir le 360 pour voir quel est le cœur de sujet. Dans un monde médiatique, on nous met des tableaux sous les yeux en nous disant « réagis, qui est gentil, qui est méchant ». Métier politique, ce n'est pas de déterminer de la gentilly et de la méchanceté. C'est être capable précisément de faire le tour des choses pour mêler la réalité extérieure avec sa stratégie. Donc, répétition. La différence entre le coup de foudre fantasme et le coup de foudre évidence, c'est que le coup de foudre fantasme, je le maintiens artificiellement, tandis que le coup de foudre évidence, je me permets de voir d'autres gens, de faire d'autres choses, et ça revient quand même. Enfin, ça s'installe. On a tous connu ça, d'avoir des projets qu'on nous a soumis. Au début, donc, on nous a projeté des soumis qui nous mettaient plein d'étoiles dans les yeux. 15 jours plus tard, on n'y pensait plus. Ça avait juste flatté notre esprit, en fait. Et puis d'autres projets qui sont venus par la petite porte. Première fois, oui, pourquoi pas. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ça s'installe. Okay. En conclusion, une chose. Tout l'enjeu du discernement, c'est ce à quoi je vous appelle, est de passer de l'excellence, il y a beaucoup d'excellence dans notre pays, à la présence. Parce que sans présence, à soi, aux autres, au contexte, on n'est pas capable de décider durablement. Un grand merci, cher François. Il reste quelques minutes parce que le temps doit être précis pour d'éventuelles questions dans la salle. Moi, j'ai une petite question pour commencer. Chef, culture ou nature? Les deux, mon général. Moi, j'insiste beaucoup sur le côté nature, même si tout mon enjeu de formation est de faire en sorte que la réalité fait que pas mal de personnes se retrouvent en poste et qu'il faut bien les environner pour ça. Et c'est pour ça que, 1, je parle de la réalité de la personnalité. 2, je parle de la manière d'entourer. C'est pour ça que je crée des équipes de direction autour du décideur. Et puis 3, tout l'enjeu pour moi de la formation au discernement, c'est justement d'amener les gens à savoir écouter à l'intérieur pour bien décider. Vous avez dit 3 critères, Oui. mais du coup, on n'a pas entendu le 3e. C'est installer. Donc, paix, répéter, installer. Je me mets dans la paix, je laisse répéter les choses. Pour vous donner une image, je parle de Jocarie de l'évidence, pour que Jean Dujardin ne soit jamais très loin de Georges Clooney. Pour ceux qui ont la ref, c'est OSS 117. Voilà. Donc, il faut repousser les choses pour voir si ça revient. Il n'y a pas meilleur critère de discernement qu'on repousse, on pense à autre chose, on voit si ça revient. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont obsessionnels de plein de choses, notamment du ressentiment. Ils ne défocalisent jamais. Défocaliser, c'est s'assurer que la réalité vient à vous. L'évidence, c'est quoi ? Donc, le 3e critère, ça s'installe. Pourquoi ? Parce que l'évidence, c'est la manifestation calme et répétée de la réalité. Et donc, ça s'installe. Oui, j'ai une question. Pardon, tout en haut. Oui, pardon. Tout en haut. Pardon, j'ai une question. Vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que vous rêveriez d'une cellule de discernement à l'Élysée, peut-être, ou à Matignon. Ça m'interroge parce que c'est paradoxal. S'il y avait une cellule de discernement, ça voudrait toujours dire que le chef ne sait pas discerner par lui-même. Et ça m'interroge sur votre projet qui est une école du discernement. Est-ce que vous ne faites pas là un ersatz ? C'est-à-dire que finalement, vous êtes fait pour être chef et que l'action, elle est peut-être d'aller chefer jusque, puisque vous parlez gouvernement, pourquoi pas plus haut, en politique ? Merci de m'y inviter. Après, si une place se libère, je surveille mon téléphone comme Manuel Valls depuis plusieurs jours, j'ai rien reçu. Mais ça, l'opportunité montrera s'il y a possibilité d'avoir une action au bon niveau en attendant. Mais mon discernement, pour moi, c'est intéressant, c'est qu'il faut agir à hauteur de son contexte. Ce que je crée dans l'école du discernement, et après, c'est, on pourrait dire, du conseil en discernement. Il y a beaucoup de conseils en communication, il y a beaucoup de conseils techniques en politique.
Moralité, on a des décideurs qui sont environnés de beaucoup d'éléments, mais qui ont tout sauf le discernement. Et donc la chambre de discernement, c'est que, hélas, pour des questions de casting, il y a quand même beaucoup de décideurs qui ne sont pas forcément des chefs naturels, d'où l'intérêt de les environner de ça. Mais même les chefs naturels, un chef qui se respecte, il sait prendre le temps de se mettre en recul pour justement faire ça. Et donc, soit j'accompagne, soit à tout le moins, je vous ai parlé du silence et du contexte, à tout le moins, on crée les conditions d'écouter la réalité, de la laisser se décanter et d'arrêter de courir vers l'événement. Oui. Juste un commentaire sur la répétition. Oui. La répétition offre un très gros avantage, c'est que parfois on se plante quand on répète. Quand les choses se répètent, ou quand on essaie de répéter quelque chose par sommet, on se plante. On se plante en musique, on se plante en sport, on fait les mauvais gestes, jusqu'au moment où, à force de répéter, on réussit. Et ça, je renvoie à l'auteur du Code du talent, qui explique très très bien cela. Et la répétition permet de bien choisir son conjoint, de prendre la bonne décision, parce qu'au moins on est éclairé par ses propres erreurs.